Mon frère m'a dit qu'il fallait parfois apprendre à lâcher prise, après avoir exigé d'emménager dans ma maison pour commencer sa vie de jeune marié. Alors je lui ai répondu, c'est toi qui dois lâcher prise sur l'idée que cette maison est la tienne. En grandissant, j'ai toujours été l'autre fils. Mon petit frère, Connor, était l'enfant prodige. Athlétique, charmant, bruyant de toutes les bonnes manières. S'il cassait une fenêtre en jouant au football, c'était juste un garçon qui fait des choses de garçon. Si j'oubliais de faire une corvée parce que j'étudiais, c'était un manque de respect. Ça a toujours été comme ça. Le moindre compliment que je recevais était toujours formulé par rapport à Connor. Tu as eu une bonne note à ton contrôle, Owen. Oh, et peut-être qu'un jour tu rattraperas ton frère. Mais je n'ai jamais fait d'histoire. Non pas parce que je n'en souffrais pas, mais parce qu'au fond de moi, je pensais que si je gardais le cap, si je continuais à travailler dur, il finirait par me voir, par m'apprécier, ou au moins, par arrêter de m'utiliser comme repoussoir pour faire briller Connor. J'ai obtenu mon diplôme avec de l'avance, décroché un emploi dans la tech, et j'ai fini par acheter une maison modeste, mais magnifique, juste en périphérie de la ville. Je ne l'ai annoncé à personne. Je n'ai invité personne pour faire le tour du propriétaire. J'ai simplement construit ma vie, étape par étape. Et quand la pandémie a frappé et que le télétravail est devenu permanent, j'ai mis toute mon énergie à rénover cette maison de mes propres mains. C'était un travail de passion. Chaque carreau posé, chaque étagère fixée, chaque petit détail, tout cela en a fait mon sanctuaire, mon espace. Ce qui a rendu la chose d'autant plus insultante, lorsque ma mère a commencé à l'appeler « la future maison de Connor ». Ce moment n'est pas arrivé du jour au lendemain. Les prémices ont pris des années, et tout a commencé par un coup de téléphone, il y a 6 mois. « Salut, mon chéri », m'a dit ma mère, avec cette petite voix chantante qu'elle prend quand elle veut quelque chose. Connor cherche un endroit pour faire sa demande à Nathalie. Tu te souviens de Nathalie, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, c'est sa petite amie. Enfin, techniquement c'est sa fiancée maintenant, a-t-elle gloussé. Il va bientôt faire sa demande, et nous pensions que ce serait sympa de le faire chez toi. J'ai hésité. Non pas par manque de générosité, mais à cause de la façon dont elle avait dit « nous pensions ». Chez moi, ai-je demandé, sachant déjà très bien où elle voulait en venir. Eh bien, c'est juste que Connor veut quelque chose d'intime. Et ton jardin est tellement charmant, avec les guirlandes lumineuses et cette terrasse en bois que tu as construite. Oh. Et ce petit coin avec le brasero. Tu te souviens quand tu me l'as montré? C'est parfait. Tu n'aurais même pas à t'occuper de quoi que ce soit. On s'occuperait de la nourriture, de la décoration, de tout. Donc, c'est juste une demande en mariage, oui. Et puis une petite fête après. Juste la famille proche et quelques amis. J'ai dit oui. Comme un idiot, j'ai accepté. En partie parce que je pensais que ce serait un petit événement, et en partie parce que, je ne vais pas mentir, j'étais flatté. J'avais l'impression qu'il reconnaissait enfin que j'avais réussi à faire quelque chose de ma vie, que pour une fois, mon espace valait la peine d'être montré. Cette illusion n'a pas duré longtemps. La demande en mariage s'est transformée en fête de fiançailles, puis en dîner de répétition, et avant même que je n'ai eu le temps de reprendre mon souffle, ils appelaient ça le « domaine familial ». Ma mère l'a glissé l'air de rien, un soir où je l'avais au téléphone, quand Connor et Nathalie emménageront, peut-être qu'ils te laisseront rester dans la chambre d'amis, comme au bon vieux temps. J'ai ri. Elle, non. Il m'a fallu toute ma volonté pour ne rien dire sur le moment. Mais je m'accrochais encore à l'illusion que c'était peut-être une blague. Peut-être qu'il ne le pensait pas vraiment. Peut-être que si je laissais couler, il retrouverait la raison. Mais non, ça a empiré. Connor a commencé à passer à l'improviste avec Nathalie, lui faisant visiter la maison comme s'il était l'agent immobilier. Je l'ai surpris une fois en train de dessiner quelque chose dans un carnet, affalé sur le comptoir de ma cuisine. « C'est quoi, ça ?» ai-je demandé. « Oh, juste quelques idées d'aménagement », a-t-il répondu avec un grand sourire. « Tu sais, pour quand on refera l'endroit. Nathalie veut une cuisine ouverte sur le salon. Peut-être 1 ou 2 puits de lumière. Et j'ai un pote qui peut refaire les sols pour pas cher. Connor, ai-je dit d'un ton neutre, c'est ma maison. Ouais, mec. Bien sûr, a-t-il répondu. Mais maman a dit que tu chercherais peut-être à déménager un de ces jours, et je me suis dit que... Je suis sorti de la pièce.
Je ne me faisais pas confiance pour parler. À chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, pour fixer une limite, je me faisais rouler dessus. Ne sois pas si sensible, me disait ma mère. Connor est juste enthousiaste. Ou bien, tu as toujours été si généreux, Owen, ne commence pas à faire ton mesquin maintenant. Celle-là m'a vraiment touché. Comme si dire c'est ma maison était d'une quelconque façon mesquin. Comme si défendre la vie que j'avais construite faisait de moi le méchant de l'histoire. Et puis, il y a eu la fête de fiançailles. Ils ne m'ont même pas demandé mon avis. J'ai juste reçu un texto groupé de ma mère disant « Réservez la date ». Fête de fiançailles de Connor et Nathalie chez Owen. Le flyer qu'elle avait mis en pièce jointe montrait une photo de mon jardin. Celui que j'avais aménagé de mes propres mains. La pergola que j'avais construite. Les lumières que j'avais câblées. Tout était affiché comme si ça faisait partie de leur histoire d'amour. Je n'ai pas répondu au texto, même pas un pouce en l'air. Mais je ne les ai pas arrêtés non plus. Pas encore. Une partie de moi voulait voir jusqu'où ils iraient. Une partie de moi voulait savoir s'ils réaliseraient un jour à quel point c'était mal. Ils ne l'ont jamais fait. Le jour de la fête, j'ai observé les invités arriver depuis la fenêtre de l'étage. Ma maison, celle que j'avais tondue, peinte, réparée, était décorée de ballons et de banderoles criardes. Il y avait une pancarte géante au-dessus de la porte d'entrée qui disait « L'avenir commence ici ». À l'intérieur, ma cuisine avait été transformée en buffet. Ils avaient fait venir des plateaux traiteurs, et avaient déplacé mes meubles pour faire de la place à un bar de fortune. Mes photos encadrées avaient été décrochées, remplacées par des photos de fiançailles de Connor et Nathalie. Même mon art, mes propres peintures, avaient été entassées dans un placard du couloir. Quand je suis descendu, personne ne m'a salué comme le propriétaire des lieux. Ils m'ont salué comme le personnel de service. Et mec, tu pourrais ramener plus de glaçons, m'a demandé un des amis de Connor, en faisant un geste vers le garage. Nathalie m'a à peine calculé. Connor était déjà pompette, le bras passé autour de ses épaules, pendant qu'il prononçait un discours devant un cercle de parents. Je suis resté près de la porte, observant, me demandant si quelqu'un allait finir par me remercier. C'est à ce moment-là que ma mère a levé son verre. Je veux juste dire, a-t-elle commencé, debout sur les marches de la terrasse, à quel point je suis fier de mes garçons. Et tout particulièrement de Connor, ma bonne étoile. Tu nous as toujours rendus fiers. Tu as toujours été un leader avec du cœur, de la force. Et de la passion. Tu es né pour accomplir de grandes choses. Et cette maison, ce foyer, ce n'est que le début. Les gens ont applaudi. Elle n'avait pas fini. Et à Owen, a-t-elle dit en souriant, me regardant droit dans les yeux. Tu as toujours été le fils de secours. Celui qui est stable, celui qui n'a pas besoin de grand-chose. Et nous sommes tellement reconnaissants que tu aies partagé cet espace avec ton frère. Il le mérite. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas ri. Je n'ai même pas scié. J'ai simplement levé mon verre, j'ai hoché lentement la tête, et j'ai reculé à l'intérieur de la maison. Car ce qu'il ne savait pas, ce que personne dans ce jardin ne savait, c'est que 2 jours avant la fête, j'avais eu une réunion discrète avec quelqu'un. Une femme prénommée Léona. Elle était brillante, efficace, et incroyablement minutieuse. Elle était aussi la nouvelle propriétaire de la maison, et ils étaient en train de faire la fête dans son salon. J'avais signé les papiers le matin même, et dans environ 10 minutes, elle devait arriver, pile à temps pour le 2e toast. La sonnette a retenti à 18h42 précise. J'étais debout dans le couloir, écoutant le son étouffé des rires et des tintements de verre qui provenaient du jardin. L'odeur des brochettes de crevettes du traiteur et du vin blanc bon marché flottait lourdement dans l'air. Ma famille. Mon propre sang, était dehors, en train de célébrer les fiançailles de mon frère dans une maison qu'il croyait déjà être la leur. J'ai ouvert la porte. Léona est entrée avec une assurance tranquille. Elle portait une tenue de ville décontractée, un pantalon bleu marine, un chemisier crème, et un dossier en cuir soigneusement calé sous le bras. Ses cheveux bruns étaient tirés en une queue de cheval impeccable, et ses yeux ont croisé les miens avec une expression calme, mais curieuse. Elle a balayé l'entrée du regard, observant le bruit, les décorations, et le son lointain du rire tonitruant de Connor. Ils le savent, m'a-t-elle demandé doucement. J'ai secoué la tête. Pas encore. Elle a eu un petit sourire serré. Ça devrait être amusant.
Je lui ai proposé à boire, plus par habitude que par hospitalité, mais elle a décliné. À la place, elle a ouvert son dossier et a commencé à trier les documents, confirmation du transfert de propriété, et un avis de courtoisie exigeant de quitter les lieux, destinés aux résidents non propriétaires. Nous l'avions rédigé plus pour la forme que par obligation. Après tout, ce n'était pas une expulsion, pas techniquement, mais c'était un signal d'alarme, un avertissement brutal, et je voulais qu'il le sente passer. Nous avons attendu 1 minute ou 2. Puis, j'ai hoché la tête, et nous sommes sortis ensemble. Le jardin a plongé dans le silence dès notre apparition. Les rires se sont éteints dans un bégaiement gêné. Tous les regards se sont tournés vers nous. J'ai vu les sourcils de Connor se froncer légèrement, son sourire d'ivrogne s'effaçant juste assez pour trahir une lueur de confusion. Ma mère, tenant toujours son verre de vin du dernier toast, a plissé les yeux vers Léona, comme si elle était un contrôleur fiscal débarquant à l'improviste. Tout le monde, ai-je dit calmement, je vous présente Léona. C'est elle qui possède la maison maintenant. Pendant un instant, personne n'a prononcé un mot. Puis, mon père, qui n'avait pas beaucoup parlé de toute la soirée, comme à son habitude, a gloussé et a dit « Ne sois pas si dramatique, Owen ». Mais Léona s'est avancée, offrant un sourire poli et mesuré. En fait, il ne l'est pas. J'ai finalisé les formalités ce matin. Je suis la nouvelle propriétaire légale de ce bien. Vous êtes tous invités à rester pour la fin de la soirée, bien sûr, mais après ce soir, cet endroit n'est plus une résidence familiale. Connor s'est levé lentement de son siège, près du brasero. Attendez, de quoi vous parlez? C'est la maison de mon frère. Elle l'était, a répondu Léona sans méchanceté, jusqu'à ce qu'il me la vende. Le visage de ma mère s'est vidé de ses couleurs. Tu plaisantes. Je t'assure que non. Mais pourquoi ferais-tu une chose pareille, m'a-t-elle craché au visage, se tournant vers moi. Owen, c'est la fête de fiançailles de ton frère. Exactement, ai-je dit. Sa fête, dans ma maison. Une maison que vous appelez la sienne. Une maison que vous avez décorée, réaménagée, et dont vous avez pris le contrôle sans jamais demander si j'étais d'accord. Vous avez planifié tout un avenir autour de ma propriété. Maman? Tu t'es tenu sur ma terrasse et tu as apporté un toast à Connor comme si tout ça lui appartenait déjà. Eh bien, maintenant, ça ne m'appartient plus non plus. Ma voix était calme, mais à l'intérieur, je vibrais de rage, de tristesse, et de toutes ces années passées à être ignoré. Connor a jeté ses bras en l'air. Allez, mec, c'est dingue. Pourquoi tu vendrais la maison à une inconnue? Ce n'est pas une inconnue, ai-je répondu. C'est une partenaire commerciale. J'investis dans une nouvelle propriété avec elle, en centre-ville. C'est un complexe d'appartements, dont je possède la moitié. Parce que pendant que tu t'attribuais le mérite d'une vie que tu n'avais pas construite, moi, je travaillais en silence. Nathalie a chuchoté quelque chose à Connor. Il l'a ignoré. Ma mère a enfin retrouvé sa voix. Tu es mesquin, Owen. Tu nous punis d'avoir été enthousiastes, d'avoir voulu célébrer une étape importante de la vie de ton frère. J'ai cligné des yeux. Tu m'as appelé le fils de secours devant tout le monde. C'était une blague. Non, ça n'en était pas une. Et ce n'était pas la première fois. C'est juste la première fois que tu l'as dit à voix haute, devant suffisamment de monde, pour que ça ressemble à un discours. J'ai regardé autour de moi. Quelques membres de la famille s'étaient tus, baissant les yeux vers le sol. Quelques cousins avaient l'air très mal à l'aise. Ma tante Maggie, qui a toujours été la plus raisonnable du lot, secouait littéralement la tête avec incrédulité. J'ai continué. Vous ne m'avez jamais vu. Pas quand je suis entré à l'université avec de l'avance. Pas quand j'ai acheté cet endroit. Pas quand j'ai travaillé soir et week-end pour en faire un vrai foyer. Et quand vous avez enfin posé les yeux sur moi, c'était pour donner les clés à Connor. Léona, sentant que c'était le moment, s'est doucement raclé la gorge. Rien ne presse pour ce soir. Profitez de votre rassemblement, mais sachez s'il vous plaît que j'aurai besoin d'accéder à la propriété pour une inspection dès demain. J'enverrai une notification officielle à quiconque est domicilié ici. Connor avait l'air de vouloir frapper dans un mur. Ma mère avait l'air de vouloir pleurer. Mais c'est mon père qui a prononcé tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Tu es juste jaloux. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Non pas parce qu'ils étaient nouveaux, mais à cause de la désinvolture avec laquelle il les avait dit,
comme s'il ne venait pas de balayer d'un revers de main tout ce que j'avais vécu. Comme si des décennies passées à être ignorées, mis sur la touche et minimisées, pouvaient toutes s'expliquer par une vulgaire rancune. Tu penses que je suis jaloux de lui, ai-je dit lentement. J'ai construit quelque chose de réel. J'ai travaillé dur pour l'avoir. Et vous l'avez tous traité comme une salle d'attente, en attendant que le vrai fils soit prêt à emménager. Alors non, je ne suis pas jaloux. J'en ai juste fini avec vous. Et sur ces mots, j'ai tourné les talons et je suis rentré dans la maison. Léona m'a suivi. La baie vitrée s'est refermée derrière nous avec un léger clic. À l'intérieur, l'air semblait plus frais, plus calme. Léona s'est appuyée contre le comptoir, les bras croisés. « Ça va ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché lentement la tête. Non, mais ça ira. Derrière nous, à travers la fenêtre, je voyais Connor faire les 100 pas, les mains sur la tête. Ma mère faisait de grands gestes. Mon père restait simplement assis là, comme si le poids de la situation ne l'avait pas encore atteint. Le plus drôle, c'est que je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais engourdi, vide, comme si je venais enfin de lâcher une corde que j'avais serrée si fort qu'elle m'en avait fait saigner les mains. Je suis monté à l'étage, laissant le bruit derrière moi. Dans ma chambre, qui allait bientôt appartenir à quelqu'un d'autre, je me suis assis au bord du lit et j'ai fixé le mur. Puis mon téléphone a vibré. Un texto de Connor, tu vas le regretter. La famille, c'est pour toujours. J'ai fixé ces mots pendant un long moment. Puis, sans une seconde d'hésitation, j'ai effacé le message. Parce que parfois, la famille n'est pas pour toujours. Parfois, c'est juste un poids qu'on apprend enfin à poser. Le silence après la fête a été plus assourdissant que la célébration elle-même. Ils sont partis par vagues. D'abord les cousins, avec leur au revoir gêné, leur sourire pincé, ne sachant pas vraiment quel camp choisir. Puis, les amis, qui chuchotaient dans le dos de Nathalie en se glissant par le portail. Mes parents se sont attardés. Connor aussi. Je pouvais entendre leur voix en bas pendant que je faisais mes cartons. Des voix basses, tendues, désespérées. Je ne suis pas redescendu. Cette maison n'était plus la mienne. J'avais déjà fait la paix avec ça. Ou du moins, c'est ce que je me disais. Le lendemain matin, j'étais parti avant l'aube. Une valise, un sac de sport, et un dossier de documents signés. Tout le reste est resté sur place, les meubles, les décorations, la vaisselle, tout. J'ai laissé ça derrière moi comme une vieille peau que je ne voulais plus porter. La seule chose que j'ai emportée du salon, c'est une unique photo encadrée, moi à 18 ans, debout devant la maison le jour de mon emménagement, tenant les clés comme si c'était un trophée. À l'époque, je pensais que cette maison signifiait que j'avais réussi, que j'avais enfin gagné le respect des autres. Je n'avais pas encore compris que le respect ne vient pas de ce que vous construisez, mais de ceux qui sont prêts à vous regarder le construire. Pendant les 2 premières semaines, j'ai logé dans un studio en centre-ville, qui sentait vaguement la peinture fraîche et le vide. Je dormais à peine. Je répondais à mes emails en pilote automatique, je mangeais des parts de pizza froide, et je fixais le plafond, en me demandant si j'étais allé trop loin. Il y a eu des moments, de brefs instants, où j'ai failli les appeler, failli m'excuser. Mais ensuite, je revoyais ma mère levant son verre et m'appelant le fils de secours. J'entendais le sentiment de supériorité dans la voix de Connor, quand il dessinait ses plans de rénovation sur mon comptoir, comme un roi héritant de son trône. Et je gardais le silence. Eux non plus ne m'ont pas appelé. Pas une seule fois, jusqu'à ce que la lettre arrive. Elle venait de mon père, tapée à la machine, très formelle, signée de son nom complet comme s'il s'agissait d'un document légal. Il qualifiait mes actions d'immature, de manipulation émotionnelle, et de trahison envers l'unité familiale. Il disait que je les avais mis dans l'embarras, que j'avais humilié Connor, et que j'aurais dû venir leur parler en privé si j'avais de la rancœur à évacuer. Pas une seule fois il ne m'a demandé si j'allais bien. Pas une seule fois il n'a mentionné les années passées à m'ignorer. Il a terminé par ces mots, « Tu seras le bienvenu dans la famille quand tu seras prêt à te comporter comme un homme. » J'ai ri. Non pas parce que c'était amusant, mais parce que ça lui ressemblait tellement. Si rigide, si persuadé de sa supériorité morale, même en ayant de l'eau jusqu'aux chevilles dans les ruines de son propre favoritisme. Je n'ai pas répondu. À la place, je me suis plongé corps et âme dans mon nouveau projet. Léona et moi repérions des propriétés depuis des mois. C'était une ancienne avocate spécialisée dans l'immobilier,
reconvertie en investisseuse, tranchante comme une lame et 2 fois plus discrète. Nous nous étions rencontrés lors d'une conférence, où j'avais donné une petite présentation sur l'intégration des technologies dans l'immobilier. Elle m'avait abordé à la fin, avait posé des questions intelligentes, et au fil des cafés qui ont suivi, nous nous sommes découverts une obsession commune pour les visions à long terme. Le complexe d'appartements n'avait rien de luxueux. Pas encore. C'était un bâtiment en briques à moitié en ruine, en bordure d'un quartier en pleine expansion. La plupart des gens n'y auraient même pas prêté attention, mais pour moi, il avait quelque chose que la maison n'avait jamais eu, un potentiel qui ne dépendait de l'approbation de personne. Chaque jour, je débarquais sur le chantier avec mon café et mes plans, je rencontrais les entrepreneurs, je prenais des notes, je mettais les mains dans le cambouis. J'étais impliqué à 100%. Pas de famille pour regarder par-dessus mon épaule. Pas de frères pour se moquer de mes progrès. Pas de parents pour m'offrir des compliments hypocrites. Juste le travail. Juste moi. Et c'était thérapeutique. Lentement, le vide qu'ils avaient laissé, celui que je pensais capable de m'engloutir, a commencé à se combler. Non pas de rancœur, ni même de fierté, mais de paix. Je n'avais plus besoin de leurs applaudissements. Pourtant, le monde a toujours une façon de vous rattraper. C'était un jeudi matin quand j'ai revu Connor. J'étais dans la file d'attente d'une boulangerie près du chantier, tenant un muffin et survolant la facture d'un entrepreneur sur mon téléphone. J'ai entendu la voix avant de voir le visage. Tiens, regarde qui s'encanaille avec des glucides. Je me suis retourné. Il était là. Sweat à capuche de créateur, lunettes de soleil remontées sur la tête. Le même sourire arrogant, mais un peu plus crispé maintenant. Connor, ai-je dit. Il s'est avancé dans la file à côté de moi. Alors, c'est là que tu vis maintenant? Tu parles d'un taudis. Papa doit être ravi. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Tu me suis? Nathalie travaille juste à côté. On cherche un appartement. J'ai vu ton nom sur l'un des plans affichés dehors. Il a fait une pause, inclinant la tête. Je ne pensais pas que tu en avais dans le ventre. Vendre la maison, nous jeter à la rue comme ça. Tu as vraiment visé la jugulaire. Elle était à moi, ai-je dit doucement. Tu ne peux pas jeter des gens de quelque chose qu'ils n'ont jamais possédé. Il a lâché un rire amer. Ouais, eh bien, tu n'as pas juste coupé les ponts. Tu les as atomisés. Maman pleure encore à cause de ce discours. Je n'ai pas répondu, car je me souvenais de son sourire lorsqu'elle m'avait appelé, le fils de secours. Elle ne pleurait pas, ce jour-là. Connor s'est rapproché. Tu as prouvé ce que tu voulais. Ok. Tu n'es pas le second choix. Très bien, mais tu l'as prouvé aux mauvaises personnes. Tu crois qu'un nouveau bâtiment et une fille issue du monde des startups font de toi quelqu'un de meilleur que nous? Je ne pense pas être meilleur, ai-je répondu. Je pense juste que je ne vous dois rien. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a secoué la tête, comme si j'étais un étranger qu'il ne parvenait plus à décoder. Tu as changé, a-t-il marmonné. Non, ai-je dit. C'est juste que tu me vois enfin sans un paillasson sous mes pieds. Il n'a pas répondu. Il s'est simplement retourné et est sorti de la boulangerie, les mains enfoncées dans ses poches, laissant son ego derrière lui comme de la fumée de cigarette. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, un loft loué au-dessus des bureaux du chantier, et je me suis assis sur le rebord de la fenêtre avec une bouteille de vin. La ville bourdonnait en bas. Quelque part, quelqu'un faisait la fête. Ailleurs, quelqu'un pleurait. J'étais assis là, pris dans le silence entre les deux. Et puis, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, une douzaine de fois. Je n'ai pas décroché, parce que certains appels ne sont pas faits pour être répondus. Pas tant que vous n'avez pas fini de vous relever. 3 semaines ont passé avant que je n'écoute le message vocal. Je ne sais pas vraiment ce qui a changé. Peut-être que j'étais fatigué de porter ce fardeau. Peut-être que j'étais enfin assez fort pour ne plus m'en soucier. Ou peut-être qu'au fond, j'avais juste besoin de la confirmation que la femme qui m'avait élevé ne comprenait vraiment pas ce qu'elle avait fait. Je me suis assis sur le sol de mon loft, les jambes croisées, le téléphone sur haut-parleur, avec les lumières de la ville qui scintillaient à travers la fenêtre derrière moi. « Salut mon chéri », a commencé la voix de ma mère, douce, bien répétée. « Je ne sais pas si tu es toujours fâché, mais tu me manques.
Tu nous manques à tous. Surtout à Connor. C'était un mensonge. Je sais que les choses ont dérapé. Peut-être qu'on a dit des choses qu'on n'aurait pas dû, mais tu dois comprendre que la famille fait des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'on coupe les ponts. Tu as toujours été le plus posé, Owen. Le plus fort. Ne laisse pas une seule soirée effacer tout ce qu'on a vécu. Une seule soirée. Elle pensait toujours que c'était à propos d'une seule soirée. Elle n'a pas mentionné les années de comparaison, l'indifférence, la façon dont ils ont utilisé ma maison comme un décor pour l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle n'a pas mentionné le fait de m'avoir appelé le fils de secours. Tout avait été balayé sous le tapis avec cette excuse fourre-tout, la famille fait des erreurs. Et puis, le clou du spectacle est arrivé, enfin bref, je sais que ça ne te regarde pas, mais Connor et Nathalie ont un peu de mal en ce moment. Ils comptaient vraiment sur cette maison. Ils ont visité des appartements. Mais ce n'est juste pas pareil. Je me demandais si tu pourrais peut-être les aider, même juste pour un apport. On sait tous que tu t'en sors bien maintenant. J'ai mis le message en pause, j'ai ri, j'ai posé le téléphone, et je suis allé dans la cuisine. Je me suis servi un verre et j'ai fixé le plafond. Le niveau de culot et d'aveuglement était stupéfiant. Même pas de vraies excuses, juste une façon détournée de dire, tu es fort, alors donne-nous ce qu'on veut. Encore une fois. C'est à ce moment-là que l'idée m'est venue. Ni par méchanceté, ni même par colère, mais un sentiment plus froid, plus tranchant, chirurgical. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas me disputer. Je n'allais pas essayer de leur faire comprendre. J'allais simplement leur montrer. Et je le ferai de la manière la plus poétique et la plus irréversible possible. Il y avait une petite propriété à l'abandon, à seulement 4 rues de l'endroit où Connor et Nathalie louaient actuellement. Un duplex de 2 chambres fatiguées, avec des planchers gondolés, une plomberie obsolète, et une clôture affaissée. Il était sur le marché depuis près d'1 an, et personne n'en voulait. Mais il avait un atout majeur, son emplacement. Je l'ai acheté discrètement via ma société, payé cash, puis, pendant les 2 mois suivants, je l'ai rénové. Pas pour en faire une maison, mais pour en faire un appartement témoin. Chaque surface a été nettoyée, chaque équipement remplacé, chaque centimètre repeint. Le jardin a été transformé en un charmant patio. L'intérieur brillait comme dans un catalogue. J'ai même laissé des brochures personnalisées sur l'îlot de la cuisine, détaillant les conditions de location sous un faux nom de société de gestion immobilière. J'avais créé Bright Pin Living. Puis, j'ai fait ce qu'ils n'auraient jamais imaginé, je les ai contactés. Pas directement, non. J'ai demandé à un assistant de publier une annonce de location sur tous les grands sites immobiliers, sachant pertinemment que Nathalie les consultait tous les jours. Les photos étaient magnifiques. Le prix était élevé, mais tout juste dans leur budget, et l'emplacement était idéal. Dans les 48 heures, ils ont programmé une visite. Je me suis assuré de ne pas être là. À la place, j'avais installé des caméras cachées. Pour des raisons de sécurité, bien sûr. Pas de son, juste l'image. J'ai visionné les images plus tard, seul, avec un verre de vin et un visage neutre. Nathalie est entrée la première, le visage illuminé. Connor a suivi, hochant la tête avec approbation, passant une main sur les plans de travail flambant neufs. Ils sont allés de pièce en pièce comme si un rêve devenait réalité. Elle s'est assise sur le canapé. Il a ouvert la brochure. Et là, il s'est figé. Parce que juste là, sous la section direction, il y avait une ligne de signature, Owen Whitmore, propriétaire. Son visage est devenu livide. Nathalie lui a demandé quelque chose que je n'ai pas pu entendre, et il lui a montré le papier. Elle a eu l'air confuse, puis inquiète, puis furieuse. Ils sont partis rapidement. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'eux. Une semaine plus tard, la propriété a été louée à un gentil couple avec un enfant en bas âge et un golden retriever. Je leur ai fait une remise. Je leur ai dit de le traiter comme leur foyer définitif. Ce n'était jamais prévu pour Connor. Ça ne le serait jamais. Le coup de grâce est arrivé silencieusement. Vous vous souvenez de la maison que j'ai vendue? Celle où ils ont fait la fête comme si elle était déjà à eux. Léona et moi l'avons remise en vente. On n'a même pas eu à forcer. Les rénovations que j'avais faites des années auparavant étaient encore impeccables, et le marché était en feu. Nous l'avons affichée à un prix élevé,
et avons reçu 3 offres concurrentes en moins d'une semaine. Nous l'avons vendu à un couple de retraités du Vermont, qui cherchait à s'installer dans un endroit plus petit, chaleureux et paisible. Dans le cadre de la vente, nous avons filmé une visite vidéo pour du contenu promotionnel. Juste quelques plans de la maison baignée de soleil, des vues au drone du jardin, et une voix off apaisante décrivant les prestations. J'ai mis la vidéo sur YouTube. Puis, sans tambour ni trompette, je l'ai envoyée par email à ma mère avec un message d'une seule phrase, « Voici la maison où tu as porté un toast. » Je me suis dit que tu voudrais voir comment elle a fini. Elle n'a jamais répondu. Je n'ai pas revu ma famille depuis. Pas d'appel, pas de texto, pas de carte de Noël passive-agressive. Juste le silence et la paix. Parce que voici la vérité, je n'avais pas besoin de vengeance pour me sentir mieux. J'avais besoin de distance. J'avais besoin d'arrêter d'essayer de prouver que j'étais digne d'un amour qui, dès le départ, n'avait jamais été inconditionnel. Aujourd'hui, des années plus tard, debout au milieu d'un immeuble de grande hauteur dont je suis copropriétaire avec Léona, en regardant les locataires signer leurs baux, en voyant grandir quelque chose qui m'appartient à moi seul, je comprends enfin ce que signifie vraiment être vu. Pas par eux, mais par moi-même. Et c'est là la vraie fin. Je ne suis pas devenu le meilleur fils. J'ai juste arrêté d'être la roue de secours pour de bon.